J'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte, le moment venu, de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant le Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Fin de citation. Général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État. Message à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République, 18 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous poursuivons notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement sur la mise en œuvre de leurs lettres de mission remises à eux il y a de cela 18 ou 19 mois même par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. C'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement, de l'Environnement, le colonel Maïzama Abdoulaye. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Commençons tout de suite par cette question. Monsieur le ministre, quels sont les problèmes majeurs d'environnement auxquels notre pays et notre espace AES sont confrontés et quelle approche et mesures pour y faire face à court et à long terme? Merci, M. Elhadji Ousmane, et merci, M. Abdoulaye Tchomogo. Les problèmes majeurs environnementaux auxquels est confronté le Niger et par extension les pays de la Confédération de l'AES, puisque nous vivons pratiquement le même espace et approximativement, nous avons les mêmes réalités socio-climatiques, sont entre autres la dégradation des terres, la régression des superficies forestières, les pertes de la biodiversité, les pollutions et nuisances de tout genre, et entre autres les changements et variabilités climatiques avec toutes leurs contingences, des tempêtes de vent de sable, des inondations et quelques moments de canicule de température. Relativement aux approches, c'est l'adoption des mesures d'adaptation, mais d'atténuation, comme ça a été prévu sur nos différentes contributions déterminées nationales, donc prévues dans le cadre de la réponse par rapport au changement climatique. C'est aussi l'adoption d'une approche intégrée et c'est la mise à l'échelle de toutes les techniques et technologies. Donc l'institutionnalisation, par exemple aussi au Niger, d'une journée spécifique de l'arbre, la communication et la sensibilisation telle que nous sommes en train de le faire, il faut le mettre à votre actif. Donc la priorité aussi donnée aux projets environnementaux de grande envergure, plus structurants, puisque quand vous prenez les difficultés ou la problématique de la dégradation de l'environnement est au-delà pratiquement de nos frontières, quelque part elle est même transfrontalière. Et c'est le développement et la restauration des bases productives donc, qui constituent les terres telles qu'est définies effectivement par le premier point de notre lettre d'émission. Monsieur le ministre, dans la même lancée, quelles sont les initiatives prises ou envisagées dans le cadre de l'AES, voire d'autres encore, pour protéger notre environnement, sachant que la problématique environnementale dépasse largement la seule sphère étatique? Depuis la salutaire initiative de nos chefs d'État pour créer l'Alliance des États du Sahel, nous sommes rentrés en contact permanent avec nos collègues du Burkina Faso et du Mali. Nous nous sommes toujours concertés, que ce soit en présence physique ou en virtuel. Au moment de ces rencontres-là, en tout cas, nous essayerons de regarder pratiquement dans les mêmes horizons. À citer, par exemple, la tenue
de la séance de travail en marge du Forum Climat, Paix et Sécurité dans le Sahel à Bamako, donc au mois de novembre. Et la tenue aussi des séances de travail en marge de la célébration de la première édition de la Journée nationale de l'arbre ici au Niger, où nous avons invité tous nos collègues ministres du Burkina Faso et du Mali, accompagnés de leurs directeurs généraux des eaux et forêts et de la Grande Muraille verte. Et avec une représentation des jeunes qui sont venus séjourner et qui ont campé et avec les jeunes nigériens, donc pour déjà donner un déclencheur en matière non seulement de communication, mais d'initiation de la jeunesse à donner les réponses à ces grands défis. C'est aussi la concertation permanente pour parler d'une seule voix, comme je l'ai déjà évoqué, à l'occasion des événements internationaux, comme les conférences postérieures, la conférence des partis sur les changements climatiques, sur la diversité biologique et la conférence sur la désertification. Il faut préciser aussi l'adoption du principe donc de donner la priorité, si cela est possible, au développement des projets régionaux AES. C'est-à-dire, par le passé, nous pouvons monter un projet, juste par exemple, qui concerne le Niger. Maintenant, depuis un certain moment, toutes les idées de projets que nous sommes en train de développer, dans leur majorité, nous les faisons et afin que ça puisse être un projet beaucoup plus structurant, répondant au niveau de l'espace AES. Et là, il faut dire que nous avons déjà instruit au niveau de la Direction générale des eaux et forêts et de la Grande Muraille, qui sont en train de nous préparer une note conceptuelle d'une rencontre ministérielle. Nous allons passer à l'adoption des principes communs de gestion des ressources naturelles, par exemple la politique forestière, la politique de gestion durable de la biodiversité, la politique de gestion durable des zones humides, la stratégie de lutte contre la criminalité environnementale et la stratégie climat, paix et sécurité dans l'espace AES. Donc via la mise en cohérence des documents de toutes ces politiques et stratégies nationales. Il faut préciser aussi, ici à ce niveau, les pistes de développement des projets et programmes structurants et intégrateurs dans le secteur stratégique de l'environnement de l'espace AES et entre autres les facteurs d'accélération de la Grande Muraille verte dans l'espace de l'AES, puisque aussi c'est un autre acquis. Les deux autres pays frères, en tout cas de l'AES, le Burkina Faso et le Mali, sont parties intégrantes des 11 pays et qui sont de l'espace de la Grande Muraille verte. Depuis des années, on parle du projet de la Grande Muraille verte. Où en sommes-nous et comment accélérer aujourd'hui la mise en œuvre de cet ambitieux programme? Donc l'initiative panafricaine de la Grande Muraille a effectivement été lancée depuis 2005. Donc avec comme vision de rétablir la viabilité des écosystèmes et des systèmes productifs dans les zones rurales organisées en pôles ruraux de production et de développement intégré. Sur une bande qui traverse le continent africain de Dakar à Djibouti sur 8000 km. Donc cette période a été caractérisée par la mise en place des agences nationales, effectivement de la Grande Muraille verte, comme le cas en tout cas de nos trois pays, et le développement des stratégies et approches diverses. Son Excellence le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a fait de ce point un des points de notre lettre d'émission pour accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille. À ce niveau, permettez-moi de rappeler que la nouvelle reformulation de la Grande Muraille ne s'agit pas seulement de venir ériger une bande de plantation. Vous savez que le premier tracé qui voulait de cette bande-là ne prenait pas en compte une grande partie de notre pays, l'idée de 2005. Mais les nouvelles stratégies ici de ce programme intégré qui prend en compte plusieurs aspects des questions environnementales, mais des aspects socio-économiques en vue de lutter contre non seulement la pauvreté et l'amélioration de la résilience des communautés. Et dans ce nouveau tracé, qui prend en compte entre les isoètes 100 pratiquement à 500 mm
donne une certaine priorité au Niger. Sur nos 266 communes, aujourd'hui, 228 communes sont prises en compte. Alors que par l'autre tracé, nous n'avons pas plus d'une vingtaine de communes qui sont pratiquement sur la bande sud. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à dans le nord de notre pays, nous avons des communes qui sont prises en compte. C'est déjà un point qui est gagné à ce niveau. Donc, pour faire ces interventions, non seulement socio-économiques, mais aussi de restauration de l'environnement. Pour revenir aux actions, en vue d'accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille, les initiatives suivantes ont été entreprises. C'est la redynamisation donc, des structures de la gouvernance de la Grande Muraille, notamment la désignation des structures membres du conseil d'administration. Et c'est l'affectation par l'État d'un siège récemment, donc l'acquisition de la logistique en vue d'améliorer les conditions de travail des agents à ce niveau, et étoffer aussi, en tout cas, les insuffisances des experts au niveau de l'agence, et la mise en place des 6 coalitions de la Grande Muraille, dont 2 au niveau régional à Dosso et Tawa, 4 au niveau communal. Donc, c'est le cas de Matankari, Dankaseri, donc Alela et Bazaga. Et l'identification des communes d'accueil des sites fermes agricoles communautaires intégrées. Et comme vous le constatez à ce niveau, ça veut dire que la question des synergies que nous avons développées plus haut, entre nous et le ministère de l'Agriculture, s'impose aussi à ce niveau dans la conduite, en tout cas, des attentes au point de vue restauration de l'environnement et souveraineté alimentaire. Donc aussi, c'est la cartographie des acteurs de la Grande Muraille, donc en vue de faciliter la capitalisation de toutes les interventions et favoriser la synergie d'action dans l'emprise de la Grande Muraille, donc dans nos 228 communes-là. Et c'est l'institutionnalisation aussi. C'est pour accélérer effectivement la mise en œuvre de la Grande Muraille que nous avons bien voulu proposer à l'autorité. Et l'institutionnalisation de la Journée nationale de l'arbre et le développement d'un modèle de reboisement, tel que nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est le cas de Gesselbodi. Et nous annonçons d'ailleurs ici, qui est dans le cadre de la mise à l'échelle de ce concept de reboisement, nous allons profiter aussi cette année, lancer le programme, en tout cas du bois, des héros de la résistance à la colonisation. Comme vous le savez, je n'ai pas besoin de les citer ici. Oui. C'est pratiquement dans toutes nos régions. Tout à fait. Et ça, c'est la résultante des échanges avec vous autres, en tout cas, et les communicateurs, pour mieux amener cette communauté à appréhender les politiques et stratégies en matière d'accélération de la Grande Muraille. Et il faut préciser aussi, c'est la mobilisation des ressources financières. Donc à ce niveau, et aujourd'hui, nous sommes à l'endossement de 6 projets dans le cadre de la Grande Muraille, et aussi il y a la question de l'évaluation du carbone séquestré. Donc entre des plantations qui ont été réalisées entre 2020 et 2023. Comme vous le savez, c'est un potentiel de séquestration de l'ordre de 26,6 millions de tonnes de CO2, donc de carbone, qui a été estimé. Et quand on doit lui donner une valeur chiffrée numéraire, c'est pratiquement de l'ordre de 456 millions de dollars. Si on arrive à mobiliser ne serait-ce 50%, en tout cas des ressources, ça nous permettra de pouvoir aller concrètement à l'accélération de la mise en œuvre des opérations de la Grande Muraille verte. Mais où trouver ces ressources, monsieur? Parce que le problème se pose, tous ces États qui sont concernés par la Grande Muraille, d'où va venir cet argent-là pour réaliser cet ambitieux programme? Comment ça va se passer concrètement? Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, la mise sur le marché de ces millions de tonnes de carbone, puisque ces plantations existent déjà. Et ces plantations sont en train de jouer un rôle écologique de séquestration de carbone. Nous avons parlé de la cartographie tout à l'heure de la restauration. Voilà un des avantages en réalité de cette cartographie, parce que c'est cette cartographie qui est en train de nous permettre de connaître le potentiel existant de tout ce que nous avons aujourd'hui comme plantation, de gommiers et autres, tout ça, qui contribue à la séquestration du carbone. C'est-à-dire que c'est pratiquement des montants énormes qui sont là et qu'il faut circonscrire pour pouvoir le mettre sur le marché. Nous avons les fonds verts climat qui sont prêts. Ne serait-ce c'est de pouvoir maîtriser ces méthodologies-là d'évaluation et pouvoir les mettre sur ce marché-là
et mobiliser les fonds à ce niveau qui vont être injectés à travers... et il y a aussi effectivement les efforts sur le budget national et la contribution de l'État donc, et sur lesquels nous pouvons compter. D'accord. Pour en venir à des questions précises, avez-vous défini des cadres de stratégie de collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour une meilleure efficacité, sachant que sans doute, il existe une certaine complémentarité entre le secteur de l'environnement, de l'agriculture et ou de l'élevage. Ensuite, avez-vous à ce jour élaboré un programme efficace de restauration et de préservation des bases productives sur la base d'une cartographie complète des sols dégradés en vue de l'amélioration de la productivité des systèmes agro-sylvo-pastoraux et halieutiques? Il faut dire que mon département ministériel et celui de l'agriculture et de l'élevage sont non seulement complémentaires, mais aussi et surtout interliés et interdépendants. L'agriculture, l'élevage, le génie rural, l'hydraulique et l'environnement sont en réalité des branches d'un même arbre. J'ai nommé l'économie rurale. C'est pour cela et sans doute que les experts donc, des deux départements ministériels sont en parfaite collaboration. Il faut préciser donc, de ce fait avec plusieurs cadres fédérateurs en commun, comme si on prend la recherche agronomique, donc le conseil agricole, les commissions foncières, les réseaux des chambres d'agriculture, donc la plateforme paysanne, donc les alliances productives, pour citer aussi le pilotage, en tout cas de plusieurs projets et programmes de développement intégré, les systèmes d'alerte précoce, donc le Conseil national pour l'environnement et le développement durable, la Commission, en tout cas nationale de l'eau. Les deux secteurs donc sont aussi au cœur de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national. Donc, et son plan d'investissement, la stratégie aussi nationale de biosécurité, les stratégies biodiversité, l'aquaculture, l'exploitation de la gomme, du moringa et bien d'autres produits forestiers et non ligneux. Donc il faut savoir que notre département ministériel a mandat de restaurer non seulement les terres agricoles, mais aussi les terres pastorales, au même titre que les autres aspects dans la sylviculture donc, qui sont liés aux terres forestières. Et les restaurer, donc les réhabiliter, pour les rendre propices aux productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Donc, et halieutiques à comprendre l'aquaculture et la pisciculture surtout. À cela s'ajoute tout naturellement la prévention contre le feu de brousse, entre autres pour protéger les pâturages. Donc nous protégeons les pâturages, c'est au profit d'un des démembrements du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, donc au profit des pasteurs. Vous comprenez pourquoi donc mon collègue de l'agriculture et de l'élevage et moi-même nous travaillons ensemble, comme le témoigne en tout cas ces 2 années d'exercice, nous avons lancé les campagnes de lutte contre les feux de brousse pratiquement ensemble et c'était une première de développer une synergie ou une certaine, en tout cas, complémentarité ou solidarité gouvernementale. Puisque l'espace d'intervention est le même. Est le même. Dans les jours à venir, notamment le 20-25, comme ça a commencé à passer en tout cas sur vos écrans, nous aurons à organiser le salon de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique et de l'environnement. Et vous voyez que là, c'est conjointement, en même temps. Et nous profitons d'ailleurs pour demander, en tout cas au maximum des Nigériens et pourquoi pas même, en tout cas les pays de l'AES, de se déplacer massivement pour cette prochaine édition qui aura plusieurs innovations. Pour revenir au programme donc, efficace de restauration et de préservation des bases productives, sur la base d'une cartographie complète des sols en vue de l'amélioration de la productivité des systèmes agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, qui est d'ailleurs un des points de la lettre confiée à moi par son Excellence le général Abdraman Chani, chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est une innovation majeure. Et pour l'élaboration de ce programme, nous avons d'abord travaillé à donner un contenu à l'ensemble de la lettre de mission, mais à ce point aussi précis. Donc donner une note conceptuelle donc, qui est dans notre méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration
pour fixer les priorités à ce niveau. Et les priorités sont connues. Tout ce que nous allons faire de restauration des bases productives, c'est non seulement pour des questions de protection, donc là, en ce qui concerne les espaces forestiers et d'autres plantations, par exemple urbaines et périurbaines, mais aussi c'est de restaurer les bases productives afin d'améliorer les rendements au point de vue et production agricole. Et comme le veut notre élan, d'aller vers la souveraineté alimentaire. L'autre partie des terres aussi, qui seront restaurées, et sont quelque part des enclaves pastorales. Donc là, et pour favoriser non seulement à l'état naturel d'aller vers non seulement la production et la protection du pâturage. Et l'autre manche aussi de la restauration des bases productives, c'est celle de favoriser l'irrigation, qui est un passage incontournable pour la souveraineté alimentaire. Les outils de cartographie, comme méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration, en prélude donc à l'élaboration, nous avons testé 26 communes, réparties comme si donc à Agadez 6 communes, Dosso 9 communes et Tillabéri 11 communes. Donc des démarches ont été conduites en rapport avec les différents partenaires pour mobiliser les ressources nécessaires afin de pouvoir parfaire et aller au niveau des autres 266 communes. Ce qui est important à ce niveau d'aller avec la cartographie, ça nous met vraiment dans une forme de gouvernance environnementale. Si vous prenez l'exemple aujourd'hui d'une commune, une fois que la cartographie est réalisée au niveau de la commune, ça veut dire que nous avons une situation exhaustive de la nomenclature des différentes unités d'occupation des sols au niveau de cette commune-là. Qu'est-ce qui est réservé à l'agriculture, qu'est-ce qui est réservé à l'élevage, qu'est-ce qui constitue des dunes, donc qui constituent des menaces. Donc, puisque là, il faut avoir une typologie de la dégradation. Typologie de la dégradation, terre en glacis, ou bien d'autres ravins et systèmes de ravinement et tout ce qui s'ensuit. On a une idée de qu'est-ce qui a été fait par l'État et par ses partenaires, même par le passé, et qu'est-ce qui reste à faire. Si l'État va intervenir, ou si un partenaire quelconque vient, on ne va pas être, en tout cas dans les anciennes pratiques où il peut y avoir des duplications d'interventions ou bien des interventions non harmonisées. On va faire des interventions plus judicieuses et pour donner beaucoup plus de résultats. Faire de la cartographie sous-entend que donc, il faut géoréférencer. Et une fois qu'on va géoréférencer, qu'on va avoir les coordonnées géographiques à ce niveau-là, donc ça nous permettra de suivre non seulement depuis la situation des références, donc à l'état initial avant intervention, et de suivre la dynamique de comment les changements sont en train d'intervenir pour pouvoir restaurer et peut-être aller jusqu'à la réhabilitation de cet espace. On va arriver au moment de l'évaluation pour voir quels sont les effets et impacts induits à cette intervention. Ce qui peut nous conduire à une évaluation des services écosystémiques pour dire voilà cette intervention qui a mobilisé tel nombre de personnes, tel nombre de jours ou bien tel nombre d'années et par finir, voilà la plus-value que ça a apporté. Nous sommes dans ce processus, nous avons déjà des résultats à travers ces actions qui ont été réalisées. Et, par exemple, pour le traitement des terres dégradées, nous sommes aujourd'hui à 53 323 hectares. Et pour la fixation des dunes, nous sommes à 8 087 hectares à la date du 31 décembre 2024. La lutte contre les plantes envahissantes, 13 942 hectares. Là, les plantes envahissantes terrestres, puisqu'il y a les plantes envahissantes terrestres et aquatiques. La lutte contre les plantes aquatiques envahissantes, 816 hectares. La régénération naturelle assistée sur 99 914 hectares. Ce qu'il faut saluer ici, il faut dire que les populations ont su appliquer aujourd'hui dans leur propre espace, dans leur propre champ, donc ce système de régénération naturelle assistée. Donc ces différentes réalisations ont permis de mobiliser plus de 4,83 millions d'hommes-jours qui correspondent donc, à la création de 36 616 emplois temporaires
en 6 mois. Ces activités ont permis d'injecter à milieu rural 13,936 milliards de francs CFA en cash for work. Là, il faut dire que c'est l'effort de l'État et de ses différents partenaires. En outre, il a été réalisé 20 299 km de bandes par feu qui ont été ouverts et pour protéger le potentiel. Mais vous voyez un peu la complexité de ce phénomène ici et nous continuons encore à enregistrer et de manière récurrente, en tout cas, les feux de brousse malgré tous ces efforts qui ont été fournis. Et là, nous sommes en pourparlers avec certains de vos services pour aller en tout cas vers la communication et l'information, la sensibilisation des populations surtout. Et justement, monsieur le ministre, que vous évoquez cette question de feux de brousse régulièrement, qu'est-ce qui explique ces feux de brousse? Parce que j'ai vu déjà dans la région de Tawa, et c'est parti déjà, il y a plusieurs cas de ces feux de brousse. Hein. Comment on peut expliquer ces feux de brousse qui sont récurrents? La problématique, elle est vraiment à plusieurs dimensions. Et quelque part, c'est une question comportementale. Mais la dimension humaine est importante. La dimension humaine, donc, et quelque part, on n'exclut pas aussi des pistes, en tout cas, de sabotage. Criminel. Des criminels, quoi. Puisque quand on va parler terrorisme, c'est pas seulement le fait de prendre la AK, s'attaquer, en tout cas, et aux usagers d'une route ou bien d'un village et autres. Et c'est pour cela, effectivement, nous avons donné priorité à une vigilance accrue et aux questions de communication et de sensibilisation. Pour continuer, en tout cas, sur les réalisations, il faut préciser que c'est 5 536 309 plans forestiers qui ont été produits. Il y a aussi le classement de la réserve nationale des girafes, donc par décret 2024-801 PCNSP du 31 décembre 2024 et le classement en cours de la réserve communale de la biodiversité de Timia. Donc il s'agit d'une avancée majeure dans l'atteinte des objectifs du cadre mondial, en tout cas de la biodiversité. Nous avons parlé aussi de l'institutionnalisation de la journée nationale de l'arbre. Et pour preuve ce que nous avons développé cette année, un modèle en tout cas de plantation sur le tracé de la Grande Muraille, effectivement sur 50 hectares, l'une des premières en tout cas est un site de 50 hectares, clôturé et avec un système d'eau et d'arrosage et un système de gardiennage. À Gesselbodi là? À Gesselbodi. Donc auquel nous entendons en tout cas donner tout ce qu'il faut pour pouvoir le réussir et le dupliquer dans les autres régions, afin que ça puisse vraiment être une école. Pourquoi pas, par exemple, à travers tous les pays de l'AES, puisque quand nous avons érigé ces sites-là, nous avons invité nos collègues de l'AES. Et il faut préciser aussi l'adoption, en tout cas, de l'ordonnance 2024-45 du 30 août 2024, modifiant et complétant la loi portant statut autonome du personnel des cadres des eaux et forêts et à ce niveau et dans les conditions optimales. Et l'ouverture d'une ligne budgétaire pour doter le personnel en armement, habillement, logistique, roulant et équipement et des transmissions. Puisque là, vous voyez, nous rentrons dans le cadre du renforcement des capacités, en tout cas du personnel, et pour mieux peut-être aller vers tout ce que nous venons de dérouler comme résultat. Il faut préciser aussi, et sur un autre plan, quand on parle de la restauration des bases productives, les bases productives, ce sont les terres. Et tout repose au niveau de la terre. Nous avons parlé du pâturage, de l'agriculture, des espaces forestiers et autres, mais il faut dire que nos plans d'eau, nos cours d'eau, les mares et autres, tout ça sont partie prenante. Et à ce niveau, en tout cas, et pour la période de 1 an jusqu'au 31 décembre 2024, comme je l'ai cité, 38 mares ont été empoissonnés. Et des statistiques, en tout cas, et des pêches qui ont été conduites, dont nous cherchons à mieux améliorer, en tout cas, les statistiques pour avoir les résultats beaucoup plus tangibles à ce niveau, et c'est-à-dire et pouvoir appréhender et ne pas avoir, comme on le dit dans le petit langage, des fuites. Ouais. Tout concentré, par exemple, qui doit passer au niveau d'un comptoir. Nous sommes à 73 320 tonnes de production piscicole. À ce niveau, toujours au niveau des statistiques, il faut préciser
pratiquement 124 258 tonnes du moringa. Le miel aussi, 96 339 litres de miel. Et là, il faut préciser que, à dire, 2 zones pourvoyeuses, en tout cas, et du miel, et n'ont pas fait l'objet des statistiques durant cette année, compte tenu des aspects sécuritaires. Oui. Quand nous prenons la zone de Tamou, dans le département de Saï, et aussi dans le département de Torodi, tout ce qui est la zone de Makalandi et autres sont des zones très pourvoyeuses du miel. Monsieur le ministre, vous l'avez dit à l'entame de cet entretien, le phénomène de la désertification est une réalité au Niger. Que faut-il faire pour appuyer les initiatives locales, individuelles et privées de promotion de l'agroforesterie et de la régénération des terres afin de contrer l'avancée du désert? Le Niger est à 3/4 désertique. 3/4. Désertique. Le reste de sa superficie est soumise à une rude épreuve de dégradation et où à un changement d'affectation des terres qui est de l'ordre de 100 000 hectares par an. La menace, donc, c'est comme si nous perdons 100 000 hectares par an. L'agroforesterie, donc y compris la régénération naturelle assistée, est une des voies prometteuses qui permettra de circonscrire le phénomène ou voire même de l'arrêter. Ça fait ses preuves? Ça fait ses preuves. Nous avons lancé un processus, toujours dans cette question, en tout cas de cartographie, vous voyez que ça revient toujours, de faire un état des lieux sur la régénération naturelle assistée. Puisqu'il faut comprendre par régénération naturelle assistée, c'est le simple principe que dans ton champ, on te recommande de laisser tel nombre de pieds d'arbres à l'hectare. Et pour l'essentiel, ce sont nos espèces locales. Et nos espèces locales, dans la plupart d'entre elles, sont des espèces fixatrices de l'azote au niveau du sol. C'est-à-dire, on n'aura pas trop besoin aujourd'hui de faire des amendements, d'apporter des engrais ou bien de ceci et de cela. Vous voyez, nous sommes dans un système en quelque sorte de production biologique. Le système de jachère, c'est la même chose? Le système de jachère, là, c'est l'ensemble de l'espace que vous abandonnez pendant un temps. Mais là, vous allez concilier l'agriculture ou l'élevage en même temps avec l'entretien des arbres sur le terrain. Donc la mise à jour de la stratégie nationale d'agroforesterie et de son plan d'action. Il y a aussi la vulgarisation du décret 2020-620 du 30 juillet 2020 qui réglemente la pratique de la régénération naturelle assistée au Niger, ainsi que l'élaboration de plusieurs supports de sensibilisation et de communication y afférents. Donc la diffusion à travers les radios communautaires du message clé sur la régénération naturelle assistée. Et il y a aussi, dans l'élan de production des plants, nous allons beaucoup plus axer sur la production, et en tout cas de nos espèces locales, qui ont des valeurs non seulement nutritives pour les humains, pour les animaux, mais aussi qui ont des valeurs et des capacités de pouvoir résister à tout ce que nous avons comme contingence liée au climat, mais qui contribuent aussi pour mieux fertiliser les sols et qui ont des possibilités de donner aux systèmes agricoles qui seront sous les bois de pouvoir bénéficier du soleil dans l'activité photosynthétique. En termes donc de réalisation physique, il a été réalisé en 2024 environ plus d'une centaine de mille d'hectares réalisés dans le cadre de la régénération naturelle assistée. C'est le lieu ici, en tout cas, de remercier ces producteurs-là qui sont nombreux et qui se sont engagés dans la pratique de la régénération naturelle assistée. Et pour renforcer ces initiatives, mon département ministériel envisage de soumettre au gouvernement, en tout cas, un décret qui doit adapter la stratégie d'agroforesterie et son plan d'action, dont nous sommes déjà très avancés là-dessus. D'accord. Monsieur le ministre, il y a aussi la problématique de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Depuis que vous êtes à la tête de votre département ministériel, qu'en est-il des politiques et stratégies dans ces domaines clés et quelles actions avez-vous entreprises pour plus d'efficacité? Dans le domaine de l'eau,
de l'hygiène et de l'assainissement, les projets donc, de documents ont été élaborés et introduits depuis notre arrivée et ils sont dans le circuit. C'est notamment la révision du Code de l'eau, la politique nationale de l'eau, la politique nationale de l'hygiène et de l'assainissement. Mais cependant, il faut signaler que le ministère dépose également d'autres documents de programmation stratégique, à savoir le programme sectoriel eau, hygiène et assainissement pour l'atteinte des objectifs de développement durable, le plan national de la gestion intégrée des ressources en eau, la PINGIR, donc pour une utilisation rationnelle et équitable des ressources en eau. Et en outre aussi, il a été élaboré le schéma d'aménagement et de gestion des eaux pour le sous-bassin du Dalol-Mauri, élaboré et validé comme outil de planification des activités de la mise en valeur des protections des ressources en eau de la zone. C'est aussi le manuel de valorisation des déchets organiques ménagers pour restaurer les terres dégradées et sa fiche technique. Pour rendre efficace la mise en œuvre de ces documents, il faut préciser qu'ils puissent être internalisés pour tous les acteurs. Donc pour cela, il y a eu des ateliers de validation des documents et aussi leur partage donc, aux différents forats, donc aux différentes rencontres et au niveau des régions qui se tiennent chaque année. Il y a un plan de communication aussi à ce niveau qui est en élaboration. Ce qu'il faut préciser, ce problème cruel qui se pose au niveau de ces villes et campagnes du Niger, ce qui a été fait maintenant de manière matérialisée et concrète, donc en ce qui concerne l'alimentation en eau des populations. D'abord, dans le milieu urbain, il faut préciser que sur les 56 centres urbains, il y a 23 qui rencontrent des difficultés liées à l'insuffisance de la production d'eau. Il s'agit principalement des centres urbains tels que la ville de Niamey, les régions des Anders, il y a la ville des Anders même, il y a Myria, il y a Magaria, Matamei et Tanout. La région d'Agadez, c'est surtout Arlit. La région de Dosso, c'est la ville de Dosso et Gaïa. La région de Maradi, c'est la ville de Maradi. Il y a Tessawa, Dakoro, Mayaï, Guidarouji et Madaroufa. La région de Tawa, c'est la ville de Tawa, donc Abalak et Dograwa. Et la région de Tilaberi, Goté, Tira, Kolo, Torodi et Saï. Donc là, des schémas directeurs pour tous ces centres ont été élaborés de façon à ce que leur alimentation en eau soit renforcée en fonction du développement des centres et de l'accroissement de la population. Dans le cadre du suivi donc, de la mise en œuvre de ces schémas directeurs de réalisation sur la période du 26 juillet 2023 au 31 décembre 2024 ont été enregistrés pour un montant global de 1 623 278 069 francs CFA. Donc là, c'est aussi l'État et ses partenaires. Donc 10 579 branchements, 26 bornes fontaines, 78 km de conduites de distribution posées et 2 unités de traitement d'eau potable, pratiquement au niveau de Koni et Bagaroua. Un réservoir de 250 mètres cubes à Dakoro, pratiquement. 4 forages d'exploitation, donc dont 2 à Zender et 2 à Walam. Donc, par ailleurs, il faut aussi signaler 9 forages au niveau de Kolo, Bouza, Filengue, à Tamaské 2, Dosso 2 et Arlit et Agadez. Et 6 réservoirs au niveau de Myria, Loga, Agué, Matankari, Ilela et Tamaské ont été réhabilités. Il faut noter que dans ce domaine, d'importants projets, en tout cas, sont en instance, particulièrement quand on prend au niveau de la ville des Anders, où le problème, en tout cas, de l'eau se pose. Il faut féliciter ici et tous les partenaires, et même d'ailleurs les partenaires étatiques, notamment la Nigérienne des eaux et la Société des patrimoines d'eau, qui l'année passée, en tout cas, en faisant un accompagnement qui permettrait d'aider certains quartiers de la ville des Anders à pouvoir avoir accès à l'eau. Pourquoi c'est à ce niveau. problème d'eau à Zender?
Je pense que là, c'est une question qui ne date pas pratiquement d'aujourd'hui. Zinder vit sur un socle qui ne permet pas aujourd'hui de pouvoir foncer les forages qu'il faut et qui vont être des systèmes de refoulement pour pouvoir donner la desserte. S'il faut exercer ces forages-là, il faut aller les chercher à des kilomètres. Et nous sommes en tout cas très avancés avec la Banque africaine de développement. Les prospections ont déjà été faites. Nous pensons qu'une fois ces ouvrages réalisés, ça nous permettra de commencer à donner un début de solution. Ça va être structurant ou bien c'est juste pour gérer des urgences? Non, et pas pour gérer les urgences, mais de manière beaucoup plus structurante, effectivement. Pour un coût de 80 milliards de francs CFA. Donc le développement et l'accès à l'eau potable aussi dans la ville de Niamey, sous financement de la Banque mondiale, donc à travers le PISEN, pour un coût d'environ 24 milliards. Le projet de renforcement donc, des capacités d'adduction d'eau des centres de DIFA et Ningimi sur financement de la Banque mondiale aussi. Et le projet de renforcement de la production d'eau potable, donc des centres déficitaires au niveau de d'Agnissa, Ménesoroa, Magaria, Tanut et Zander, sur fonds propres de la Société des patrimoines des eaux. Et comme vous le savez, en tout cas, la gestion et la distribution de l'eau potable dans les centres urbains, une mission ici et chez nous qui est confiée à la Nigérienne des eaux par l'État. Donc, ce qui fait en tout cas de la NDE un acteur majeur, en tout cas sur la question de l'eau potable, particulièrement en milieu urbain. En rappel, il faut dire que en tout cas, cette société a remplacé la société d'exploitation des eaux SIN, qui est une filiale de Veolia, une société française. Et après les événements du 26, le président donc, du CNSP, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a décidé donc de nationaliser et de créer cette société. Ce qui a été fait à lieu et place de la SIN. Et suite à cela, donc, il faut préciser que, comme toute situation voulant saboter les différents élans du CNSP, la société, la Nigérienne des eaux, n'a pas échappé. Il y a eu en tout cas des tentatives d'actes en tout cas de sabotage, telles que la désactivation en tout cas de tous les logiciels et applications en matière de gestion que l'autre société avait connu, tels que le désengagement et l'annulation de l'ancienne société et de plusieurs commandes pour créer une situation de rupture de stock. Si comme vous le savez, à Niamey, par exemple, le refoulement, donc l'eau est prise à partir du fleuve et ça passe par les usines de Ntala et Goudel et il y aura la production avant d'aller à la desserte. Et il y a des produits qui sont utilisés dans le cadre de ces traitements-là. Il y a aussi la campagne souterraine donc auprès de certains fournisseurs internationaux afin de mettre la NDE sur la liste des entreprises à risque commercial. Bref, la NDE a fait ses preuves de résilience face à toutes ces menaces-là et d'ingéniosité pour assurer la continuité du service public en eau potable des populations, avec en tout cas l'implication, il faut le préciser ici, personnelle du chef de l'État. Les saboteurs ont échoué. Les saboteurs ont échoué. Donc au cours de l'année 2024, les actions menées par la Nigérienne des eaux ont généré des résultats très satisfaisants. Je le précise, très satisfaisant, qui donne donc raison au chef de l'État et en tout cas d'avoir pris la bonne et souveraine décision de nationaliser la gestion de l'eau opérée par le passé par la SIN. Et d'ores et déjà, il faut préciser, en matière de dessertes en eau, la production d'eau a connu une hausse pratiquement de plus de 250 000 mètres cubes en 2024, pour faire face à la demande croissante effectivement des populations. La Nigérienne des eaux a assuré en urgence tous les approvisionnements nécessaires pour garantir la continuité des services à l'échelle du pays. Et pour le même objectif, elle a systématiquement démarré les groupes électrogènes de secours, puisque comme vous le savez, de l'autre côté, nous avons été coupés par le Nigeria. Oui, le Nigeria, bien sûr. Donc, en complément,
pour mieux assurer la desserte en eau, malgré tout ce qui pratiquement ça a coûté en termes financiers, la Nigérienne des eaux a su mettre des groupes en marche. Et c'est pour ça que nous avons parlé de la résilience de la Nigérienne des eaux et à ce niveau. Maintenant, à titre de comparaison et des résultats financiers entre la gestion de la SIN et la NDE, il est important quand même ici de noter, nous avons dit que des efforts ont été fournis. Notez que la moyenne des résultats nets, donc les bénéfices de la SIN, sur les 10 dernières années est de 600 millions de francs CFA par an. Donc les 2 dernières années de la gestion de la SIN, donc l'autre société, se sont soldées par des résultats très médiocres. Donc à savoir 118 millions pour 2022 et négatif pour 2023. Mais dans la gestion de la SIN, le gain de l'État ne dépasse pas 30 millions de francs CFA par an au titre des dividendes. Donc pour le pays. On vous a précisé que c'est une filiale de Veolia qui est une société française. Donc je précise bien, c'est 30 millions de francs CFA par an au titre des dividendes. Aujourd'hui, avec la Nigérienne des eaux nationalisée, les projections donnent un résultat de l'ordre de 2 milliards dans l'exercice de la seule année de 2024. Et la totalité du bénéfice revient exclusivement à l'État du Niger. Pour le renouvellement, tout naturellement, des infrastructures laissées que nous avons héritées dans un état critique par la SIN et pour le développement, en tout cas, du sous-secteur hydraulique urbain. Et très rapidement, pour en parler par rapport à l'hydraulique rurale aussi, il faut en parler parce qu'il couvre pratiquement 80% de la population nigérienne et englobe le milieu villageois et le milieu pastoral. Donc la situation en milieu rural est plus préoccupante qu'en milieu urbain, il faut le préciser, où plus de 50% de la population n'a pas accès suffisamment aujourd'hui à l'eau potable. Pour répondre à cette préoccupation, l'État, en tout cas accompagné de ses partenaires, déploie d'énormes efforts à travers la mobilisation des ressources financières pour la réalisation des infrastructures hydrauliques et d'assainissement, il faut le préciser. Donc ainsi, de manière en tout cas chiffrée, du 26 juillet 2023 au 31 décembre 2024, les réalisations suivantes ont été réalisées. 201 postes d'eau autonomes, donc c'est le forage château d'eau et une rampe de distribution. 72 mini AEP simples, donc là c'est forage château d'eau conduite, distribution borne fontaine dans un village. Et 42 AEP, donc multi-village, un système composé donc de forage des réservoirs de bornes fontaines conduite donc reliant plusieurs villages. 38 forages équipés donc à pompe à motoricité humaine et 113 nouvelles bornes fontaines pendant l'extension des AEP. Il faut préciser que ces réalisations totalisent pratiquement 2703 nouveaux équivalents points d'eau modernes et qui ont permis de desservir 674 750 personnes supplémentaires. Et par ailleurs, 71 ouvrages, tout type confondus, ont été réalisés et permettant donc le rétablissement en service d'alimentation en eau à 152 000 personnes. Et s'agissant toujours de l'hydraulique en milieu rural, et à ce niveau de manière plus spécifique, et l'hydraulique pastorale, les nouveaux ouvrages réalisés sont 58 puits cimentés pastoraux, 10 stations de pompage pastoral. Donc les travaux de réhabilitation ont porté sur 19 puits cimentés pastoraux et 11 stations de pompage pastoral. Un volet important à ce niveau, c'est celui de l'assainissement. Et là, il faut dire que nous sommes dans l'approche assainissement total pilotée par la communauté, donc ATPC. Donc là, les activités ont concerné surtout le déclenchement de la TCP dans 2985 villages à l'échelle nationale et ont permis de toucher 2 517 176 personnes. La construction des latrines, pratiquement, et 4 755 au bénéfice des ménages. La réalisation donc, de 814 latrines publiques et 542 dans les établissements scolaires, 270 dans les formations sanitaires et 62 dans les autres publics.
en termes d'études, c'est surtout les études de faisabilité des stations de traitement des boues de vidange au niveau d'Agadez, de Difa, de Dosso, de Maradi, de Tawa, Tilaberi, Zender et sur fonds propres de l'État. Et en termes de collecte pratiquement des déchets plastiques, c'est 1189 tonnes, 15 039 tonnes de déchets solides municipaux aussi. Voilà l'ensemble des dépenses se rapportant à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement des campagnes et du cheptel qui sont à peu près de l'ordre de 22 milliards 197 millions de francs CFA sur fonds propres de l'État et des partenaires. Et il y a beaucoup d'initiatives et de projets qui sont en instance de démarrage et qui sont tout naturellement en perspective. Pour changer le sujet, notre pays, on le sait, abrite la commission climat pour la région du Sahel dont la présidence en exercice est assurée par le Niger et le secrétariat exécutif dirigé par un Nigérien. Quel est son apport dans la politique nigérienne du climat et de façon générale pour notre région? Et la commission climat pour la région du Sahel, la CCRS, est une organisation interétatique qui est placée sous l'égide de l'Union africaine dont le siège est basé effectivement à Niamey, au Niger, et ayant en tout cas pour mandat de promouvoir et de coordonner la mise en œuvre des initiatives et actions de résilience devant permettre d'apporter les réponses durables aux effets des changements climatiques et autres défis subséquents dans la région du Sahel. Il faut préciser qu'elle regroupe 17 pays membres. Sur le plan stratégique, cette commission a contribué à conférer à notre pays la position de pivot de la diplomatie climatique et environnementale régionale. Et cela se traduit par le fait que malgré le contexte de la géopolitique régionale marquée par le climat, des méfiances entre les pays et les organisations sous-régionales, donc à travers cette institution, le Niger maintient cette position en arbitrant en tout cas les rencontres régionales qui a accueilli dernièrement, j'allais dire, la dizaine des pays membres. La particularité des projets initiés par cette institution donc, réside dans la cohérence avec les priorités de notre pays et aussi à travers des mécanismes donc, innovants de la mobilisation des ressources qui n'ont pas d'incidence majeure sur le régime de la dette de nos pays. Et là, vous voyez que c'est avantageux, et si on prend le cas pour pratiquement notre pays. Le secrétariat exécutif aura bientôt 2 ans, 3 projets importants, donc régionaux, et notre pays est concerné par ces projets-là. On s'inscrit en tout cas dans la logique, en tout cas de bénéficier des retombées de ces 3 projets-là. Il s'agit du 2e projet donc du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, du programme de mise en œuvre aussi des priorités régionales et nationales d'adaptation en Afrique centrale et de l'Ouest, et du projet d'appui à la résilience et à l'adaptation au changement climatique des communautés et des écosystèmes des bassins hydrographiques du Sahel. Monsieur le ministre, pour finir, quelles sont les mesures prises pour promouvoir la performance des actions au niveau de votre département ministériel et engranger des résultats? Pour promouvoir les performances au niveau de ces actions, la première des choses que nous avons engagées était celle d'abord de travailler pour donner un contenu à l'ensemble de la lettre d'émission et de manière désagrégée à tous les points de notre lettre d'émission. Ce contenu-là nous a permis d'élaborer un plan triennal, donc de 2024 à 2026, et de son cadre de résultats, donc en précisant les cibles et les différents responsables, les différents résultats qui sont attendus à ce niveau-là. Et là, c'était vraiment une forme de gouvernance que nous avons voulu donner à la mission qui est confiée à nous. Et après, nous avons procédé au partage de ce plan d'action-là en vue de son internalisation, non seulement par notre personnel au niveau de notre département ministériel, mais avec
les partenaires financiers et les autres acteurs avec qui nous sommes chargés, en tout cas, de mettre en œuvre ce plan d'action-là, assorti de notre lettre d'émission. Et c'est la mise en place aussi d'un mécanisme de rapportage du niveau communal, départemental, régional et national. Ce qu'on peut préciser peut-être ici, je reviens toujours sur la question des cartographies, qui est vraiment un outil indispensable, stratégique, donc d'aide à la décision. Prenons l'exemple de la restauration des terres. C'est à travers cette cartographie que nous faisons le géoréférencement pour savoir quelle est la superficie disponible. Et dans la superficie disponible, avec tel ou tel acteur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et au moment de le faire, on aura une idée déjà à l'état initial. Donc la situation des références. Comment se présente cet espace-là avant cette intervention? Et comment on suit, en tout cas, la dynamique donc, du changement qui va intervenir sur ce site-là, jusqu'à en arriver à l'étape d'évaluation donc, des effets et des impacts donc, induits et aller sur même peut-être le développement des chaînes de valeur. Puisque si la base productive est restaurée, bien sûr, quelle est la chaîne de valeur qui va être développée? Une production agricole, de quel denrée? ouais. La promotion de l'élevage ou de l'irrigation pour produire du fourrage, ou bien à l'état naturel où on peut préserver le pâturage à ce niveau. Et l'un dans l'autre, il y aura ce qu'on appelle pratiquement un exercice d'évaluation des services écosystémiques. Okay. Donc, cette intervention, quelle est la plus-value de le faire? Et de manière chiffrée même, donc, ce qui nous permettra de dire, voilà le nombre de personnes mobilisées sur tel nombre de temps, et dans la plus-value et en termes numéraires, voilà ce que ça a engrangé comme ressources. D'accord. Monsieur le ministre, dernier mot. Permettez-moi, au seuil de ce nouvel an 2025, de présenter au peuple nigérien, le peuple résilient, tous mes voeux de bonheur, de prospérité et surtout de paix pour notre pays. Je profite aussi de ce plateau pour remercier les autorités du Niger et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour avoir confié à nous ce département ministériel en charge des questions aussi vitales de l'eau et de l'environnement. Permettez-moi encore de faire mienne les questions sécuritaires déroulées ici par mes prédécesseurs. J'ai cité mes aînés, le ministre de la Défense nationale et le ministre de l'Intérieur. Les questions sécuritaires et les questions aussi liées à la problématique de la gestion des ONG. Comme vous le savez, et nous avons un département ministériel qui travaille beaucoup avec les ONG. Je ne vais pas revenir sur les insuffisances citées ça et là. Et la question sécuritaire, c'est le même terrain sur lequel nous allons partir intervenir aujourd'hui qui est impacté par la question d'insécurité. On sait que les défis sont énormes dans ce secteur. Et ces défis se résument tout naturellement par la problématique, même si nous n'en avons pas fait, en tout cas, à travers vos questions, autour des espaces verts et ceintures vertes dans notre secteur. C'est aussi l'ensablement ou l'envasement, en tout cas, des cours plans d'eau, des cuvettes et puis autres plaines inondables. C'est le cas de l'ensablement. La gestion des ceintures vertes est toujours problématique. Elle constitue toujours une problématique et elle est un défi que nous avons mis en chantier, effectivement. La problématique, tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'envasement et de l'ensablement, c'est le cas du fleuve. Il y a des questions aussi relatives aux pollutions liées à l'exploitation minière et pétrolifère. Ça peut faire objet de notre débat. Je sais que M. Tchemogo a déjà fait le terrain à Arlit. Ceux qui étaient là hier, qui ont exploité l'uranium nigérien à titre d'exemple, des questions de pollution et nuisances qui ont été posées sont encore là. Et
le Niger étant en tout cas une république avec des textes et des règlements, je pense qu'au moment opportun, quand les examens ou les analyses, en tout cas techniques, relatives à ces pollutions vont finir, on n'hésitera pas en tout cas à appliquer la loi dans toute sa rigueur sur le principe du pollueur, comme on le dit ailleurs, payeur. Et il faut préciser aussi la problématique relative à la prolifération des déchets plastiques. Une loi existe et nous allons incessamment passer à son décret d'application. Des mesures aussi seront prises à ce niveau. Et sur ces questions, en tout cas, d'assainissement, merci en tout cas à l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Sur les différents regards épuisards, j'ai vu une note qu'ils ont déjà eu à prendre. Là, c'est vraiment pour répondre à la question d'hygiène et d'assainissement au niveau de l'eau. Quand on sait que presque tous les conduits d'eau là passent effectivement le long de ces artères où, en tout cas, par incivisme, certains ont voulu faire sortir leur fosse ou leur puisard dehors. Et en même temps, se donne la commodité, et en tout cas, de foncer des forages encore de l'autre côté à côté. Et là, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de tout un arsenal de textes que nous avons mis en chantier, qui sont dans le pipeline, qui sont en révision, tel que le code de l'eau. Un autre défi, c'est celui de la mobilisation et de la valorisation des eaux de ruissellement. Nous avons eu une campagne passée exceptionnelle des pluies. C'est des pertes. Hein? C'est des pertes, des milliards de mètres cubes d'eau qui ont passé comme ça. Et là aussi, ça nous amène au développement de la synergie, puisque c'est des actions intégrées qu'il faut, en rapport avec d'autres départements ministériels, dont notre collègue au niveau de l'agriculture. Donc à travers les services du génie rural et autres. Pour les retenues d'eau? Pour les retenues d'eau. D'accord. Et à tous ces défis, pour finir, c'est maintenant le mot de la fin, c'est le renforcement des capacités logistiques et humaines au niveau de notre département ministériel. Nous ne sommes pas aujourd'hui à 400 agents dans le secteur de l'hydraulique et nous n'avons pas 2000 agents au niveau du secteur de l'environnement. Et face à tous ces défis, ça veut dire qu'il y a de la matière à renforcer les capacités, en tout cas des ressources non seulement financières, les ressources logistiques et les ressources humaines. Voilà en tout cas et ce sur quoi je voulais finir. D'accord. Merci Monsieur le ministre pour toutes ces réponses à nos différentes questions. Mesdames, Messieurs, nous voilà à la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Le prochain entretien sera consacré à la diplomatie nigérienne avec M. Bakaria Ousangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Passez un excellent moment avec nos programmes. Merci beaucoup.